Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse et de mise en perspective de l'actualité. Au sommet ce soir, deux sujets majeurs qui interrogent notre rapport à l'information, à la justice et au développement du pays. D'abord, la circulation d'un faux document attribué donc au procureur du Faso faisant état d'un prétendu vol au domicile de l'ancien ministre Adama Luc Sorgo. Cette affaire illustre les dangers donc de la désinformation et des fake news. Ensuite, un accord historique entre le Burkina Faso et le système des Nations Unies pour la mise en œuvre de 3 programmes de transformateurs d'un montant total de plus de 850 milliards de francs CFA vise donc à renforcer l'autosuffisance alimentaire, la paix, le développement et la cohésion sociale jusqu'en 2030. Décryptage, analyse, échange, c'est maintenant dans votre émission Décryptage 360 avec moi sur ce plateau, M. Yaya Koumaré, gestionnaire des mines, par ailleurs analyste politique. Monsieur Koumaré, bonsoir et bienvenue. Bonjour madame, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Premier sujet donc pour commencer, prétendu vol au domicile d'Adama Luc Sorgo. Le procureur du Faso dément formellement. Depuis quelques jours, un document attribué donc au procureur du Faso par le tribunal de grande instance de Ouaga 1 circule sur les réseaux sociaux. Ce document évoque un prétendu vol de 378 millions de francs CFA au domicile de l'ancien ministre Adama Luc Sorgo. Une information largement relayée mais formellement démenti donc par les autorités judiciaires qui parlent d'un faux document et annoncent des poursuites contre des auteurs. Cette affaire donc relance le débat sur la désinformation, la manipulation de l'opinion publique et l'impact des fake news sur la justice et la cohésion sociale. Alors, Monsieur Koumaré, on voit des fausses informations, comme ce faux communiqué circulé très vite donc sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce type de contenu se propage-t-il aussi rapidement selon vous? Ok, merci bien. D'abord, il faut analyser sur beaucoup de plans, mais ce qui est plus marquant, c'est surtout la sortie du Kourak. Quand vous regardez net, c'est après la sortie du Kourak qu'on a constaté ce faux communiqué. Donc, ça vient montrer que c'est une manipulation visant des individus ou pour décourager des individus qui sont vraiment à la lutte de la corruption. Quand vous regardez la personne ciblée, c'est pas un fait de hasard. Donc, je pense que c'est expressément fait pour viser un certain nombre de personnes proches du pouvoir et qui s'investissent beaucoup plus dans la lutte contre la corruption. Bon, je pense que c'est une analyse qui peut aussi aller dans un autre sens de la déstabilisation, parce que vous savez qu'il y a plusieurs manières de déstabiliser un pays. Il y a le côté des, comment on appelle ça, des coups d'État qu'on peut essayer. Et il y a aussi la manipulation des informations, il y a la désinformation. Tous ces systèmes-là, ça rentre dans le cadre de la déstabilisation. Mais pour le faux communiqué, en tout cas, je crois plus à des personnes qu'ils visent. Parce que quand vous... Pourquoi vous êtes si convaincu? Oui, mais quand vous regardez le porte-parole du Kourak, Oui. les liens par rapport aux victimes, vous pouvez comprendre facilement que c'est... Vous voyez d'où ça, ce que ça peut donner comme analyse. C'est ça. D'accord. Donc, je pense que si on avait peut-être envoyé ce communiqué bien avant la sortie du Kourak, on aurait dû peut-être penser autrement. Mais que ce soit après la sortie du Kourak, vous voyez un peu les rapprochements. Donc, je pense que c'est du n'importe quoi. Alors, Monsieur Koumaré, concrètement, quels sont les risques et les conséquences donc de la désinformation, notamment pour le fonctionnement de la justice, mais surtout pour la cohésion sociale? Bon, je pense que d'abord le procureur, je salue le procureur qui, en tout cas, est sorti donner plus d'informations, éclairer l'opinion publique. Et lui-même, il dit qu'il a été victime de ces genres de fake news. Donc, ça montre que, de toute façon, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas seulement au Burkina Faso. C'est un phénomène mondial où les gens tentent vraiment à maîtriser, mais c'est pas facile. Donc, c'est de rester vigilant et c'est de travailler à pouvoir répondre par exemple, sur ce cas, vous voyez, rapidement, le procureur a démenti. Donc, je pense que ce sont des moyens comme ça qui peuvent, sinon,
pour le moment, la technologie, je ne pense pas qu'on dispose vraiment des moyens nécessaires pour, en tout cas, faire face à ces genres de trucs-là. Mais il faut travailler à être à la hauteur, en tout cas. Mais dans ce cas précis, est-ce qu'on peut parler d'une tentative d'instrumentalisation de la justice à travers la diffusion de ce faux communiqué? Bon, tout est possible parce que, en tout cas, quand vous regardez ces auteurs, en tout cas, ils ont des objectifs. Voilà, on peut ignorer, hein, mais ce qui est sûr, ils ont des objectifs. Mais vous savez que la justice même n'a pas été épargnée par le Corac. La justice, on a vu des magistrats qui ont été arrêtés actuellement, qui sont en train d'être jugés. Mais le procureur a eu le courage de sortir dire que ce qui se passe, c'est pas vrai. Donc, le procureur aussi, avec sa sortie, il tente aussi de soigner l'image de la justice pour montrer que la justice aussi est dans son rôle. La justice travaille en tout cas à soigner. Comme vous savez, dans toutes les institutions, il y a des bons et des mauvais. Donc la justice aussi n'échappe pas à cette règle. Donc pour moi, la justice fait ce qu'elle peut faire. Voilà. Alors, avez-vous le sentiment qu'il y a une recrudescence des fake news au Burkina Faso ces derniers temps? Oui, bon, il faut dire que c'est vrai que depuis les années 2015, sous le règne du président Roch Kaboré, on assistait à ce genre de choses, mais avec l'actuel régime, ce phénomène s'est aggravé compte tenu de tout ce que nous savons. Donc, ça montre que le Burkina Faso doit beaucoup travailler sur le plan technologique. Et si il faut beaucoup sensibiliser, parce que ces gens de fake news, ça peut-être, je le dis, ce sont les esprits faibles qu'ils visent. Voilà. Sinon, quand quelqu'un par exemple, je dirais chez nous, on dit que quand on te donne une information, c'est-à-dire le mensonge qui ressemble à la vérité, là, pour t'en sortir, c'est difficile. Mais quand c'est des mensonges qui ressemblent à des mensonges, vous voyez que c'est très facile pour quelqu'un qui est mature de détecter que c'est pas vrai. Donc, ça, par exemple, je pense on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que c'est pas vrai, parce que quand vous regardez la sortie du Courac et puis vous venez vous prendre ces gens de fake news, vous voyez que c'est facile à faire les rapprochements. Donc, je pense que c'est un travail qui doit être fait. Il faut faire beaucoup de travail pour peut-être pallier à ces genres de choses. Alors, pour terminer donc avec ce sujet, quelles mesures du CIAZI pourraient être mises en œuvre pour sanctionner les auteurs de ce faux document, mais surtout ceux qui servent de le relais? Bon, d'abord, il faut peut-être relever un peu le niveau de la cybercriminalité. Je pense que c'est à ce niveau que le travail doit être fait. Mais le procureur a dit quelque chose aussi qui est important, qu'il faut souligner. Il dit que la plupart de ces auteurs ne sont pas au Burkina Faso. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui n'est pas au Burkina Faso, c'est difficile pour la personne, c'est difficile de poursuivre la personne. Bon, il peut se cacher derrière de faux comptes. Il peut aussi même, par des visages découverts, mais il sait qu'il n'est pas ici. Donc, c'est pas facile. Mais, je pense que, pour ce qui concerne notre pays, ceux qui vivent au pays, c'est de trouver des moyens, en tout cas, à détecter surtout les faux comptes et sanctionner à la hauteur de l'acte, c'est tout. Puis peut-être permettre parce que quand vous regardez tout dernièrement, ils ont pris certains, je sais pas, c'est des étudiants ou c'est quoi. Bon, il faut que ça soit public pour que la sanction soit en tout cas dissuasive, comme vous l'avez dit. Si c'est public, les gens savent que vraiment, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont subi. Bon, ça peut aussi aider à sensibiliser d'autres jeunes, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Koumbari. Cela nous permet donc de passer donc au deuxième sujet. Deuxième sujet, coopération Burkina Faso et le système donc des Nations Unies. Le 26 février 2026, le Burkina Faso a signé donc un accord avec le système des Nations Unies pour la mise en œuvre de 3 programmes transformateurs d'un coût de plus de 850 milliards de francs CFA sur la période de 2025-2030. Ces programmes visent donc à renforcer l'autosuffisance alimentaire, la paix et le développement et la cohésion sociale. Alors, Monsieur Koumbari, concrètement, qu'est-ce que cet accord avec le système des Nations Unies va changer pour les Burkinabés, mais surtout en matière donc de l'autosuffisance alimentaire et de la cohésion sociale? Ok, merci madame. Je pense d'abord que cet accord, il faut salutaire. Ça, c'est d'abord une victoire diplomatique
Parce que malgré tout ce qui s'est dit dans le passé, c'est un pays non démocratique, c'est un pays... Il y a beaucoup de choses. Quand on atteint ce niveau où vraiment l'ONU fait confiance au régime, ça montre que vraiment la diplomatie vraiment a été à la hauteur. Ça, il faut saluer. Maintenant, en revenant à votre question, ça peut apporter beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, le Burkina Faso excelle beaucoup dans le commerce, notamment l'exportation où l'or a pris le dessus. Et quand on vient voir un tel accord qui prévoit financer un domaine comme l'agriculture, qui aujourd'hui est un domaine qui rentre dans le cadre du développement durable. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où dans les exportations, l'or prend le dessus, ça montre qu'il faut faire beaucoup attention selon les économistes, parce que si le coût de l'or baisse, directement vous pouvez vous trouver dans une situation un peu compliquée. Alors si vous pensez déjà à des alternatives comme le secteur d'agriculture pour injecter, développer pour l'autosuffisance alimentaire, c'est déjà bien. C'est-à-dire que ça montre que vous ne comptez pas uniquement sur le secteur minier pour le développement. Vous avez d'autres alternatives en cas de chute du prix d'or qui permettra à l'économie de tenir. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer. Avec un budget de plus de 850 milliards de francs CFA sur 5 ans, quels mécanismes ont été prévus selon vous pour suivre donc l'avancement de ces programmes et surtout s'assurer qu'il y aura un réel impact? Merci bien. Je pense d'abord que l'accord n'est pas un fait de hasard. Vous savez, l'ONU, c'est une structure internationale qui, moi en tout cas, j'ai toujours critiqué l'ONU. Mais je pense que cette fois-ci, je suis d'avis avec la position. Quand vous analysez la situation, c'est pas venu du hasard. C'est-à-dire que il y a eu au préalable un travail. L'ONU s'est rendu compte que la gestion au Burkina Faso est irréprochable. Et les avancées économiques du développement, c'est sur ces bases, généralement, que l'ONU octroie ces genres de fonds. Donc, ça montre déjà du sérieux dans le travail, ça montre la vision claire et aussi, ça prouve que la corruption est en train de vraiment diminuer dans notre pays, notamment dans les milieux des autorités, parce que généralement, c'est là-bas que se trouvent les plus grands deals. D'accord. Donc, je pense que pour cela, l'ONU même ne s'inquiète pas sur la façon où la structure sera gérée. Mais je pense que ils ont une structure pour suivre et contrôler généralement les trucs. Parce que quand vous regardez, ils ont ciblé trois secteurs, ou bien j'allais dire trois grands points, qui est l'agriculture, la stabilité, c'est notamment l'aide dans les zones qui ont été récupérées. Exactement. Ensuite, la stabilité, ensuite la question humanitaire. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, ces trois points sont des questions vraiment essentielles pour notre pays. Donc, je pense que nous-mêmes d'abord, sans même le contrôle de l'ONU, nous, on a intérêt à bien faire le travail pour avoir des résultats conformément à la vision et à la politique des chefs de l'État. Donc, mais de toute façon, quelqu'un ne peut pas mettre son argent sans suivre où ça part. Donc, forcément, ils vont suivre. Donc, je pense que c'est un mécanisme qui est déjà en place pour suivre comment on appelle ça, le projet. Alors, pour finir donc avec ce sujet, dans le contexte actuel marqué donc par des défis sécuritaires et économiques, comment voyez-vous cette coopération s'inscrire dans la vision de développement souverain du Burkina Faso? Bon, effectivement, quand vous regardez cette situation, il faut vraiment, c'est-à-dire, il faut prendre les deux côtés, parce que l'opinion est partagée. Il y en a, il y a des, peut-être, je ne vais pas dire des politiciens, il y a des mauvaises foi, généralement, qui pensent qu'un État ne peut pas créer la souveraineté et puis être dépendant de l'aide extérieure. Bon, moi, je ne suis pas de cet avis parce que je trouve que aucun pays ne peut s'isoler. Du moment que nous faisons partie des Nations Unies, nous sommes membres des Nations Unies, pourquoi se priver de ces genres de fonds? Je pense que non, on a plus à gagner en prenant ces fonds parce que ça peut nous permettre, en tout cas, d'engranger beaucoup de choses sur le plan de développement. Donc, je pense que moi, je ne suis pas d'avis, en tout cas, à vouloir se retirer, penser que non. Au contraire, je pense que c'est
Ça vient en tout cas rassurer le peuple burkinabé que le travail qui s'est fait en tout cas est bien et que même les Nations Unies ont reconnu. Maintenant, quand vous voyez les gens parler de la souveraineté, en fait, souvent, c'est la mauvaise conception de la souveraineté. Sinon, dans les années antérieures, il y a eu des prêts dans les pays africains. Le problème, c'est pas les prêts. Le problème, c'est où part l'argent. C'est ça. Si l'argent est bien investi, si l'argent est vraiment, comment on appelle ça, a été investi dans les secteurs demandés comme la structure, comme le souhait de la structure, je pense que ça ne pose aucun problème. En tout cas, à mon avis, c'est une bonne coopération et c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup, Monsieur Yaya Koumaré. Je rappelle que vous êtes gestionnaire des mines, par ailleurs analyste politique. Merci pour votre disponibilité et surtout pour la qualité de vos analyses. Okay, merci beaucoup. Et c'est ici que nous mettons un terme sur cette émission. À travers donc ces deux sujets, une même réalité s'impose. L'importance donc de la vigilance, de la responsabilité et du respect de la vérité. La désinformation fragilise la justice, alimente la confusion et peut porter gravement atteinte donc aux personnes et aux institutions. La coopération internationale, à l'inverse, montre comment le Burkina Faso peut mobiliser des ressources pour le développement, la paix et la cohésion sociale, malgré les défis sécuritaires et économiques. Informer, comprendre et agir reste essentiel pour préserver la cohésion sociale et les valeurs fondamentales de notre pays. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci d'avoir suivi Décryptage 360. À très bientôt pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.